Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Eh bien écoutez, ça va bien avec ce nouvel horaire. Alors vous notez bien sur vos tablettes 10h midi. Vous copierez 100 fois si vous loupez la première heure. Je dois écouter une heure plus tôt. Et vous savez pourquoi on est passé de 10h à midi ? Parce qu'on aura encore plus d'audience comme ça. Pas seulement, c'est parce qu'ils se sont dit ils ont plus de 50 ans, ils ont plus besoin de dormir autant qu'avant, donc on va les mettre un peu plus tôt. Pour notre émission cette année, c'est Marie qui est notre jeune réalisatrice, et puis nous avons Najette également ce matin qui est au standard. On vous attend au 0800 26 300 300. Autant vous dire que nous sommes hyper heureux de vous retrouver pour la 4e saison d'On Parle Auto, et que si vous avez envie de nous appeler pour nous faire coucou l'ami Jean-Luc, coucou Dame Laurence, on est ravis de vous retrouver, vous avez des questions à poser, vous avez envie de donner un avis sur un sujet qui concerne la mobilité, la route et l'automobile, vous nous appelez 0800 26 300 300. On a envie de vous entendre parce que, on peut le dire, vous nous avez manqué pendant 2 mois, nous on aurait bien continué tout l'été. Oui, a priori, on a aussi manqué aux auditeurs. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'est ce que j'ai cru lire sur les réseaux sociaux quand j'ai annoncé qu'on redémarrait ce week-end. Plein de gens ont dit, ah là là, vous nous avez manqué. Alors ne pleurez plus, on est de retour. Et vous allez voir, en plus, on va avoir dans les semaines qui viennent quelques sujets un petit peu brûlants. On va commencer aujourd'hui. Dans les semaines qui viennent, ça. On va commencer aujourd'hui avec le serpent de mer. Depuis bientôt 20 ans, quand même 30 ans même. Il y a 30 ans, il y a une norme sur les ralentisseurs qui est sortie. Personne ne l'a respectée. À force de ténacité, il y a un monsieur qu'on aura avec nous qui a réussi à faire admettre à la justice que on avait implanté des ralentisseurs. Des radars. Alors les radars, il y en a sans doute des illégaux aussi, mais les ralentisseurs le sont pratiquement tous. Et la phase dans laquelle on est aujourd'hui, et ce qu'on va détailler là, d'ailleurs si vous avez des témoignages à apporter, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, surtout vous allez voir qu'il y a des applications qui permettront de localiser tous ces ralentisseurs illégaux. Donc on va peut-être être obligé de démolir tous ces ralentisseurs, ça va coûter une fortune. Et tu viens de dire, n'hésitez pas, appelez-nous, allez-y, parce que c'est un gros sujet sur On Parle Auto ce matin. 0800 26 300 300, venez nous dire comment vous vivez vos ralentisseurs. Alors, il sera aussi question d'une très belle Renault, une des nouvelles de la gamme. La Renault Symbiose. Parce que cette année, alors, est-ce qu'elle est en parfaite symbiose On continue les essais auto de l'ami Jean-Luc. Oui, toutes les semaines, et on commence par une... Il y aura beaucoup de Renault, pourquoi ? Parce que cette année, c'est l'année Renault avec, on va dire un lancement pratiquement tous les mois. On en reparlera aussi au Mondial de l'Auto. On sera d'ailleurs avec Renault sur le Mondial de l'Auto. Et ce Symbiose, c'est quoi ? Pour faire court, c'est le Renault Captur des familles. Il est plus long et il a un grand coffre. Alors, est-ce qu'il est aussi bien qu'un Captur en plus grand ? Vous le saurez tout à l'heure. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous allez acheter une voiture électrique prochainement, ou tout du moins la prendre en LOA ou autre, ou si vous êtes toujours content d'avoir la vôtre ? Est-ce que vous serez de ceux qui continueraient à rouler en voiture électrique plus tard en en rachetant une autre ou pas ? 0800 26 300 300, parce que là il y a un sujet. Il y a un vrai sujet, parce que quand on regarde les chiffres de vente des voitures électriques, alors en France le mois dernier c'était un peu catastrophique, mais en Allemagne c'est bien pire, et la tendance est plutôt à un ralentissement. Alors on va pas dire à un recul, mais jusqu'à présent la progression était, on va dire, presque exponentielle. Et là, d'un coup, il y a un coup de frein, et il y a certaines études, en particulier aux États-Unis, qui démontrent que les acheteurs de voitures électriques ne reprendraient peut-être pas une voiture électrique s'ils devaient refaire un nouvel achat. Et on vous expliquera pourquoi. C'est pas parce que la voiture électrique d'un coup est moins bien. Il y a plein de petites choses derrière ça, et on entrera dans le détail tout à l'heure. Et puis évidemment, on va retrouver nos comment on pourrait les appeler, nos fidèles experts. L'ami Dominique Stemfeld, monsieur Dominique S. Oui. Pour les pneus sera avec nous aujourd'hui. On parlera d'une spécialité bretonne tout à l'heure, à partir de 11h. Tu parles des chaperons ? Non, on parlera de la roue galette. Fabriqué en Bretagne comme il se doit. On va s'arrêter. Pur beurre. Demi-sel pour la Bretagne. On va s'arrêter également du côté d'Angoulême pour parler du grand circuit des remparts et du rallye. Exactement. Gros événement la semaine prochaine. Sans doute un des plus beaux événements de voitures anciennes. Pourquoi ? Parce que ce circuit des remparts, il existe. Alors je vais vous trouver la date vite fait là dans mon conducteur. Je crois que c'est 1939, me semble-t-il. Ouais. Et il n'a pas changé exactement, c'est ça, 1939. Et les remparts non plus, hein. Et il n'a pas changé depuis. Et les voitures
voitures roulent toujours sur ce circuit des Remparts. Donc si vous voulez voir des Bugatti, cette année c'est le centenaire de la Bugatti 35, véhicule mythique qui a gagné plus de 2500 courses dans son histoire. Et si vous voulez voir des Bugatti faire la course vraiment, c'est pas juste une parade, on les voit rouler comme des dingues, eh bien c'est le seul endroit où on peut voir ça. Allez, vous l'avez compris, 10h midi, nouvel horaire sur Sud Radio. On parlera aussi de Équipe Auto, qui est le salon, vous savez, des réparateurs, des garagistes que vous êtes aussi. Vous n'hésitez pas parce qu'on sera à Rennes, enfin je dis on parce que je serai avec vous aussi à la fin du mois. On en parlera évidemment avec la directrice. Rougalette à Rennes aussi, non? Ouais, oui. Et puis Fouchen, et puis Cidre, et etc. Allez, c'est parti avec vous. On va commencer tout de suite le premier sujet très très important puisqu'il nous concerne tous, sur les ralentisseurs. Vous en avez dans votre vie, vous en avez bavé, vous avez cassé votre voiture, vous avez cassé votre dos. Que pensez-vous des ralentisseurs? On vous attend tout de suite parce que là, s'il y a du lourd, on va accueillir Thierry Modolo dans moins de 2 secondes. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et alors que la France a un budget en négatif, on va encore en rajouter. Ça va coûter la bagatelle de 13 milliards d'euros. Oui, si on devait tout démolir. Ouais, si on devait tout. Oui, mais alors, vous allez me dire, va pouvoir y aller. Il y a des gens qui m'ont posé la question en disant mais on peut pas les mettre aux normes. Non, pour mettre un ralentisseur aux normes, on le démolit et on en reconstruit un. Donc ça coûte 2 fois le prix. On va accueillir Thierry Modolo, le fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable. Bonjour, maître Modolo. Thierry. Bonjour Dame Laurence, bonjour mes chers Jean-Luc. Alors je peux dire un truc à Thierry avant qu'on commence le sujet. Bravo, parce que ça fait des années que vous vous battez, vous avez enfin gagné, vous n'avez rien lâché. Bravo pour votre persévérance qui va nous servir à tous. Merci Laurence. Bon, alors Thierry, beaucoup de travail. Ouais. Comme dans les feuilletons, c'est comme si on était dans Dallas, je vais résumer un peu les épisodes précédents. 1994, on a donc on va dire une loi, je peux dire une loi, même si c'est pas une loi. Oui, on peut schématiser ça sous cette forme. Voilà, on essaie de faire simple. Une loi qui définit où doivent être installés les ralentisseurs, quelles doivent être leurs caractéristiques, et normalement, tous les ralentisseurs implantés en France auraient dû respecter ça. Vite fait, c'est limité aux agglomérations, aux zones limitées à 30 km/h, il ne doit pas y avoir un trafic supérieur à 3000 véhicules par jour, pas de transport en commun, sur la hauteur c'est 10 cm maxi. Bon, enfin bref, il suffit de prendre les ralentisseurs un par un pour se rendre compte qu'il y a 1 ou 2 défauts par rapport à cette réglementation. Pour essayer de contourner ça, les élus locaux qui ont installé des ralentisseurs ont dit « Ah ouais, mais c'est pas des ralentisseurs, c'est des plateaux traversants. » Voilà. Bon. Là, la cour d'appel a dit « Non, c'est des ralentisseurs, donc on remet tout le monde au même niveau. » Donc, plateaux traversants aux ralentisseurs, ils doivent respecter la réglementation de 1994. Est-ce que j'ai bon jusque-là, Thierry, dans mon résumé? Oui. Voilà, bon. Donc ça, c'était la première étape. On en a parlé au mois d'avril parce que il y a eu on dit quoi, un arrêt de la cour d'appel? Alors en fait, oui, on est d'abord allé il y a eu un premier arrêt de la cour d'appel, on est allé en cour de cassation, c'est-à-dire au Conseil d'État. Le Conseil d'État a sévèrement cassé l'arrêt de la cour d'appel qui nous donnait tort. Et donc la cour d'appel a été obligée de revoir le dossier entièrement. Et cette fois, elle nous a donné raison sur une partie de notre recours, qui est une des parties les plus importantes, qui est que tout type de ralentisseur, quel que soit le nom qu'on leur donne, alors ça dépend des régions. Dans le sud, on est plutôt plateau traversant. Dans Bretagne, on est plutôt sur du plateau ralentisseur ou du plateau surélevé. Enfin voilà, chacun il va un peu de sa sauce et a dit, c'est pas compliqué. Tous les ralentisseurs, donc sans exclusion, doit être conforme au décret pour ce qui est de son implantation. Il faut savoir, c'est que ce n'est pas la hauteur qui rend illégal un ralentisseur au premier abord, c'est le lieu où on l'implante. Ah. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, on n'arrive pas à en trouver un. On va faire plus simple, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un seul ralentisseur qui soit conforme à la réglementation. Alors, on peut juste arrêter sur ça, le lieu où on l'implante, parce que du coup, moi, je comprends pas. Je vais faire la béotienne. Concrètement, ça veut dire quoi? On peut pas l'implanter à proximité d'un virage. Ok. Ça paraît logique. Ça paraît logique, et pourtant il y en a plein qui sont implantés à proximité d'un virage. On peut pas le mettre sur les voies
avec une déclivité qui est supérieure à 4%, c'est-à-dire en descente. C'est vrai que si vous avez un ralentisseur en descente et que vous êtes obligé de freiner, que vous passez sur ce ralentisseur, aujourd'hui avec les voitures avec un ABS, ça va vous couper les freins. Ouais. Donc plutôt que de vous ralentir, en fait, ça va vous empêcher de freiner, ce qui est complètement ridicule. C'est interdit et également sur les voies où il y a des transports en commun. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc si vous avez une ligne de bus et le nombre de bus qui passent sur des ralentisseurs, déjà tous les ralentisseurs qui franchissent, ils sont illégaux. Donc vous n'avez qu'à faire le calcul près de chez vous. Vous suivez un bus et vous comptez le nombre de ralentisseurs. Vous allez voir ce que ça donne. Il y a des choses que j'oublie aussi sur les implantations, Thierry. Alors oui, une qui est importante, c'est interdit sur toutes les voies qui desservent des centres de secours, c'est-à-dire les centres de pompiers, les hôpitaux, les cliniques. Si je prends un exemple que je connais bien, qui est l'hôpital de Toulon, qui est le plus grand hôpital du département, toutes les voies, sans exclusivité, toutes les voies sont infestées de ralentisseurs. C'est formellement interdit et de source pompiers, il faut savoir, c'est que les gens qui sont polytraumatisés et qui ont la chance de passer sur ce type de ralentisseur en étant couchés à l'arrière des je ne sais pas si c'est le mot, la chance. Ça s'appelle de l'humour. Moi, ce que je ne comprends pas... Hurle vraiment dans les véhicules. Alors, et puis, les zones à 30 km/h, vous avez vu, moi j'ai beaucoup bougé cet été, il y a plein de villes, de villages qui ont passé des zones à 30 km/h juste pour installer un ralentisseur. La zone 30 km/h, elle fait 40 mètres, juste pour le ralentisseur, et c'est parti derrière. Exactement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que ce type de prise, de mise en place de zone 30 dans ce cadre-là, je pense, c'est totalement illégal. On est en train de creuser la question. Ce que je vous propose tous les deux, restez avec nous évidemment, Thierry Modelot. On fait une pause et on revient sur ce sujet d'importance parce que maintenant on a la nouvelle étape. Les tribunaux condamnent les collectivités locales à démolir les ralentisseurs illégaux. Et comment c'est énorme. Automobilistes, motards, comment on peut les identifier et les Est-ce que c'est efficace en matière de sécurité routière également? Exactement. Allez, 0826 300 300, vous voulez vous aussi réagir? On a, ça y est, sur la page Facebook de Sud Radio, vous arrivez, vous êtes un peu décalé sur le nouvel horaire, mais c'est normal, on va vous attendre, vous inquiétez pas. On vous embrasse tous, il y a un Cédric qui est là, il y a la pâtisserie Villedieu du côté de Lyon, c'est Marc, on vous embrasse, on attend toujours nos croissants, et il y a Kevin aussi qui est avec nous. Allez, 0826 300 300. Najette vous attend si vous voulez vous réagir sur le sujet des ralentisseurs. Enfin, on va pouvoir les faire sauter. Bon, ça va coûter cher, mais on va pouvoir les faire sauter. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous continuons. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Nous continuons donc de parler de ce gros sujet des ralentisseurs illégaux. Il va falloir les supprimer. Alors, avant de retrouver Thierry Modelot, qui est le fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable, l'ami Jean-Luc, on a déjà des réactions sur la page Facebook. On a Hervé qui dit, chez nous, nous avons des routes à 30 km/h et je trouve que c'est très bien parce que ici les gens passent à 90 dans les rues au risque de provoquer des accidents. Attention Hervé, on ne parle pas des routes à 30 km/h, on parle bien des ralentisseurs et des passages de route qu'on a mis à 30 km/h pour avoir la légalité de poser un ralentisseur. Et attention, un ralentisseur qui respecte les normes fait ralentir quand même les voitures. Bien sûr. Moi je voyage toute l'année partout en Europe pour essayer les voitures. Les constructeurs nous font rouler sur toutes les routes d'Europe. Il y a des ralentisseurs dans d'autres pays, même si la France est largement championne du monde. Mais les ralentisseurs dans les autres pays, eux, respectent les normes. Et on ralentit suffisamment sans détruire sa voiture et sans risquer un accident. Parce que en France, le problème, c'est que non seulement Thierry, est-ce que déjà les ralentisseurs ont prouvé réellement leur efficacité? Est-ce qu'il y a eu une étude qui a dit voilà, les ralentisseurs, ça permet d'épargner, je sais pas, 150, 200, 500 vies par an? Oui ou non? Non, pas du tout. De toute façon, ce sera impossible à faire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire, par exemple, déjà là, qu'il y a grosso modo 450 000 lieux où il y aurait eu des accidents où on pourrait dire cette zone est dangereuse. Donc ce type d'étude n'existe pas. Puis en plus, ça ferait ressortir de fait, puisque ce serait une étude officielle, l'illégalité de tous ces ralentisseurs. Donc ce serait plutôt gênant pour ceux qui produiraient l'étude, à savoir l'État. Alors on peut, comme j'ai dit, mettre des ralentisseurs
raisonnables, c'est-à-dire qui respectent la réglementation et qui feront ralentir les voitures sans rien endommager. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu du clientélisme à l'installation des ralentisseurs. Je vous explique pourquoi. J'ai un cas particulier que je connais, un certain Jean-Luc M qui habite une commune proche dans la banlieue parisienne. Et en fait, ma rue a été refaite. Et quand ils ont refait ma rue, on m'a demandé « Est-ce que vous voulez un ralentisseur devant chez vous ?» J'ai dit non, je veux pas de ralentisseur. Parce que vous allez me faire quoi ? Vous allez me faire une montagne. Moi, j'ai des voitures qui sont assez basses. À chaque fois, je vais abîmer mes voitures. Alors, soit vous faites... Et j'en avais déjà parlé dans une précédente émission, j'ai écrit à la mairie, ils m'ont dit oui, alors on va faire des ralentisseurs, ils respectent pas la norme, mais si on respecte la norme, ça fait pas assez ralentir les voitures, donc on prend un compromis. C'est un peu comme si moi je disais, rouler la limitation à 80, je trouve que c'est pas assez vite, je vais rouler à 100 km/h. Voilà. Je vais rouler à 100, mais je veux pas être verbalisé. Bah non, en gros c'est ça. Donc il y a cette part de clientélisme dans l'installation des ralentisseurs aujourd'hui. Il y a plein de communes où il n'y a pratiquement pas de voitures qui passent, vous avez des ralentisseurs qui ont été installés. Ok. Et ça coûte combien un ralentisseur installé ? Vous allez voir que là on va arriver sur un point qui fait mal. Thierry, un ralentisseur ça coûte combien ? Alors, si on parle d'un ralentisseur low cost, style coussin berlinois, grosso modo, avec toute la signalétique et tout, c'est 6 000 € la pose. Si on parle de structures un peu plus sophistiquées avec de l'enrobé, ça monte, alors, en moyenne, c'est à peu près 35 000 € l'unité. Et pour des gros ralentisseurs comme nous avons dans le Var, dans certains coins, on est entre 90 et 150 000 € l'unité. D'accord. Le coussin berlinois, c'est le coussin germain du ralentisseur. C'est la dalle. C'est la petite dalle. C'est le coussin germain. C'est la petite dalle. C'est la petite dalle en caoutchouc très glissante et très dangereuse pour les 2 roues, et même pour les 4 roues d'ailleurs. Ouais, Thierry Modello et Jean-Luc Moreau. Je voudrais maintenant, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes et demie... alors il faut qu'on parle du retrait des ralentisseurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Et concrètement, moi, en tant que citoyenne, comment je peux faire ? Parce qu'au mois de juillet, il y a eu une étape supplémentaire, c'est que là, le tribunal a dit... Alors, c'était à la métropole de Toulon, c'est ça, Thierry ? Je vous laisse expliquer. Non, c'est le département du Var. Département du Var, ok. Donc, département du Var a été condamné à retirer des ralentisseurs illégaux, c'est ça ? Oui, en fait, il y avait des ralentisseurs non conformes qui avaient été implantés sur une départementale devant chez nos adhérents, qui généraient énormément de nuisances. Grosso modo, c'est à peu près 85% des dossiers qu'on a en justice aujourd'hui. Et donc, il y a eu un recours de fait par nos adhérents sur la base de la réglementation en vigueur. Et au mois de juillet, grosse surprise, le tribunal administratif de Toulon, qui d'habitude déboutait systématiquement les plaignants et nous a déboutés à nous aussi, a basé son jugement sur notre jurisprudence du mois d'avril, c'est-à-dire 2 mois avant, et a condamné le département à la destruction de ces ralentisseurs, tout simplement parce qu'ils sont sur une route empruntée par des transports en commun et où il passe plus de 4000 véhicules par jour. D'accord. Il en passe exactement 4500. Donc ils ont dit, c'est pas légal, on détruit. D'accord. Alors, si on devait détruire tous les ralentisseurs illégaux. On a vu qu'ils sont pratiquement tous illégaux, puisque il ne faut pas chercher les illégaux, il faut chercher les légaux. Voilà. C'est 450 000 à détruire. 450 000. Ça coûterait, aller à louche, combien ? On va dire, allez, on va prendre une fourchette un peu large, entre 10 et 13 milliards, puisque ça coûte aussi cher à enlever qu'à mettre. Alors, 10 à 13 milliards, quand il n'y a pas d'argent pour boucher les trous dans les routes. C'est ça, c'est une honte. Exactement. Et il faut savoir, c'est que, alors déjà, il faudrait mettre toutes ces discussions à la charge des entreprises qui les ont mises en place. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un devoir de conseil et une obligation de refus dans le cadre de leurs activités professionnelles. Donc elles n'auraient pas dû les construire, donc elles doivent en financer la destruction. Mais au-delà de ça, il faut savoir, c'est que les ralentisseurs sont implantés, comme le disait Jean-Luc, souvent pour faire plaisir. C'est ce que nous disent les élus de toute façon. Tous les élus sont constants là-dessus. Et donc il n'y a pas de raison que les contribuables subissent cette charge-là, sachant que les élus se plaignent de ne pas avoir d'argent et qu'ils utilisent, et ça c'est fort de café, ils utilisent les recettes des amendes, non pas pour entretenir les routes,
mais pour les dégrader en implantant des ralentisseurs. C'est extraordinaire. C'est scandaleux. Alors, tout est un scandale. Moi j'ai vu sur le site d'un fabricant de coussins berlinois, il est indiqué que ça répond à la réglementation, ce qui est totalement faux. Mais donc c'est une publicité. Non, mais c'est une publicité mensonge. Le coussin, Thierry va le confirmer, c'est interdit parce que en fait c'est fixé au sol par des tire-fonds qui rouillent, et ensuite quand les tire-fonds sont rouillés, les morceaux du coussin se séparent et ça devient dangereux. Alors rapidement, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'automobiliste? Oui, alors il y a un site où on peut désigner les ralentisseurs illégaux. Alors oui, notre partenaire, la Ligue de défense des conducteurs, a créé une application qui permet d'identifier un ralentisseur, de le signaler, et eux derrière se mettent en route et avertissent les communes. Et du coup, on va sur le site de la Ligue. On va sur le site de la Ligue, on télécharge l'application, ça se passe comment? On télécharge l'application. Voilà, aussi simple que ça. Et l'application, comme d'habitude, on crée un compte et on signale avec le point GPS. D'accord. Donc quand on est devant le ralentisseur, on dit voilà, il y a un ralentisseur à cet endroit-là, et ça localise, l'application localise l'endroit où on se trouve. Voilà. Et puis alors dernière chose. C'est un point GPS. C'est très précis. Et nous, de notre côté, nous mettons à disposition de tout le monde, gratuitement, un kit sur notre site internet qui permet de mettre en demeure l'élu en gestion de la voirie, de mettre en conformité le ou les ralentisseurs qui sont implantés, qu'on a jugés non conformes. Et je voudrais dire une chose importante, Jean-Luc et Laurence, c'est que j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur notre page Facebook et à regarder les 2 dernières publications d'accidents que nous avons fait. Il y a un cycliste et un motard qui regarde les dégâts. Le motard a la jambe fracturée en plusieurs morceaux, 62 agrafes. Mon Dieu. Le cycliste, c'est en région parisienne, c'est dans le 92, juste à côté d'où vous êtes. Et lui, c'est la clavicule éclatée en petits morceaux. Aïe. Il y a les photos des radios, il y a tout. Je les invite, c'est les 2 derniers. Votre site, c'est quoi déjà, rappelez-nous? Alors la page Facebook, c'est pour une mobilité sereine et durable. Je partage avec vous pour conclure parce qu'on est très. .pumsd.fr. D'accord, on est très en retard. On a Mounir qui nous dit: je me fais l'avocat du diable. Si on respecte la réglementation, sur la page Facebook de Sud Radio, vous êtes déjà nombreux à réagir. Il n'y aurait aucun bus qui roule dans la métropole bordelaise. Certaines lignes régulières sont infestées de ralentisseurs par dizaines sur quelques kilomètres. Puis on a aussi un autre témoignage que je ne vais pas vous lire entièrement, mais quelqu'un qui nous dit: voilà, moi le cardan de ma Lexus est cassé. Oui. On m'a dit que c'était à cause des ralentisseurs. Ouais, mais moi j'ai changé les joints speed de mon scooter à cause des ralentisseurs. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Merci beaucoup Thierry Modelot. Merci Thierry. Désolé pour Marie. Au prochain épisode, parce qu'il va y en avoir d'autres. Et donc sur la Ligue des conducteurs, le site internet, vous pouvez télécharger l'appli pour annoncer et dénoncer les ralentisseurs illégaux. Et la grande nouveauté, c'est que maintenant, quand on les dénonce, ils ont une chance d'être démolis, alors qu'avant, c'était pas le cas. Merci à Marie de sa patience qui, pour sa première, est déjà en train de se dire où c'est de là, où ils me mettent à l'ouest sur la montre. Allez, on fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour l'essai de la semaine. On n'arrête pas les bonnes habitudes. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous êtes très très nombreux déjà à nous retrouver, donc vous l'avez bien vu, l'émission passe de 10h à midi pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à en parler sur vos propres réseaux sociaux. Il y a notre ami Stéphane qui est arrivé, le 3e co-animateur depuis presque 4 ans de l'émission, qui dit: oh, on m'a pas prévenu, c'est à 10h. Désolé Stéphane, mais voilà, maintenant, allez-y. Préparez tout le monde, annoncez à vos amis, familles, followers, comme on dit, que nous sommes à 10h sur Sud Radio. Allez, tout de suite, on va passer à l'essai de la semaine. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on commence la saison avec quel véhicule, l'ami Jean-Luc ? On commence la saison avec le Renault Symbiose E-Tech. C'est le 7e SUV de la gamme Renault. Il se positionne entre l'Austral, qui est plus grand, et puis le Captur que tout le monde connaît, qui est 17 cm plus petit. D'ailleurs, oui,
On continue les bonnes habitudes, on met une partie de la vidéo qu'on retrouvera sur YouTube sur la page Facebook en direct. Évidemment. Donc la partie avant du Symbiose. Alors quand même, on va préciser, le Symbiose, il a été fait avant le nouveau Capture, parce que le Capture vient d'être stylé, et c'est le Capture qui est dérivé du Symbiose. Mais comme le Symbiose sort après, il sort maintenant, on a l'impression qu'il est dérivé du Capture. Bon voilà, tout ça pour vous dire que la partie avant de ce fameux Symbiose, eh bien c'est pratiquement la même que celle du Capture. C'est plutôt réussi. Depuis le restylage, je trouve encore un peu plus de caractère, donc c'est bien. Pour faire simple, 4,41 m de long, on va dire que c'est un Capture des familles. Les points communs sont nombreux. Je vous l'ai dit, la face avant. Et puis, à l'arrière, ça change totalement, ce qui est un peu logique. Ça profite au volume du coffre, qui est particulièrement généreux, puisque sa capacité varie de 492 à 624 litres. Une modularité qui est rendue possible parce que les sièges arrière coulissent sur 16 cm, ça c'est bien. C'est d'autant plus agréable que l'habitacle est baigné de lumière grâce à un toit panoramique vitré qui s'appelle, alors il s'ouvre pas, il s'appelle SolarBase, on le retrouve dans d'autres modèles Renault d'ailleurs. Bon, c'est une option qui pique un peu, c'est 1 500 €, mais si vous avez les moyens, offrez-vous là. Il se pacifie ou il s'éclaircit grâce à une commande. Alors il y a la commande manuelle, mais il y a aussi une commande vocale. On peut lui dire éclairci ou assombri le toit, et ça se fait par segment. Pas de surprise en ce qui concerne la planche de bord, elle est identique à quelques détails près au nouveau Capture. Le conducteur a face à lui un écran de 10,3 pouces pour les compteurs. Il est paramétrable, mais je regrette moi que on ait que des compteurs numériques. On n'a pas. Moi j'aime bien. Alors c'est peut-être parce que je suis vieux, mais j'aime bien les cadrans ronds. On lit plus facilement les indications comme ça. On est mature. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi j'aime bien les compteurs traditionnels. Alors rien à redire en revanche sur la tablette tactile de 10,4 pouces qui trône verticalement au sommet de la console centrale. L'infodivertissement élaboré avec cette petite marque qui, à mon avis, fera des choses qui s'appellent Google. C'est lisible, c'est réactif, l'ergonomie est bien pensée. Il y a des nombreuses applis comme la navigation Google Maps avec l'infotrafic en temps réel. Et puis on a l'assistant Google qui est très efficace, c'est même une référence. On a une seule motorisation qui est disponible au lancement. Il s'agit du système hybride e-tech qui est déjà présent sous le capot de nombreux modèles de la marque. Il associe un moteur à essence 4 cylindres, 1,6 litre d'origine Nissan, à un moteur électrique et un démarreur générateur par l'intermédiaire de la fameuse boîte très originale Acrabo. La partie électrique, elle est alimentée par une batterie d'une capacité de 1,2 kWh. Ça permet des roulages en 100% électrique pendant 3 km environ. Puissance totale, 145 chevaux. Bon, la vocation familiale, elle est évidente dès les premiers tours de roue avec des suspensions qui sont réglées assez souples, même si les roues de 18 pouces de notre modèle d'essai provoquent quelques trépidations qui nuisent un peu au confort. Cela dit, les ralentisseurs, là on le voit, on a des ralentisseurs espagnols pour ceux qui ont la vidéo, sont avalés sans secousse et le sentiment général est plutôt un sentiment de douceur. La mécanique y contribue, du moins à rythme tranquille. En ville, par exemple, on circule en grande partie du temps en mode 100% électrique. Sur route, le moteur et la boîte se font oublier tant qu'on n'écrase pas l'accélérateur. En effet, avec un temps de réaction un peu plus long, lorsqu'on écrase le champignon, c'est pas très agréable. Entre le moment où vous accélérez et l'accélération réelle, il se passe un peu plus d'une seconde. C'est un peu mieux quand on est sur la position sport, mais on se doute que la voiture n'est pas faite pour ça. La tenue de route, elle est très rassurante grâce au poids contenu à 1475 kg. Le système hybride, doux et discret, allure raisonnable, devient en revanche plus bruyant quand on a une conduite un peu plus dynamique. Mais les 145 chevaux sont bien là, comme prouve l'accélération 0 à 100 en 10 secondes 9. On a donc tout intérêt à rouler gentiment avec ce Symbiose. D'ailleurs, à rythme raisonnable, la consommation sur un parcours mixte, alors essayé en Espagne, pourquoi ? Parce que la voiture est fabriquée en Espagne. Sur un parcours mixte avec de l'autoroute à 120 en Espagne, de la petite route de la ville, j'ai consommé 5,3 litres au 100 de moyenne. C'est vraiment bien pour un véhicule de ce gabarit. Ce modèle, le Symbiose, version rallongée du Capture, donc est vendu 3 400 € de plus qu'un Capture à motorisation équivalente. C'est plutôt bien pour une familiale. Il y a quand même un caillou dans la chaussure, parce que la version iconique, donc la finition haut de gamme de notre modèle, est vendue 37 900 €. C'est 10 000 € plus cher qu'un Dacia Duster E-Tech avec le même moteur. Alors certes, le Duster est plus petit, il est moins bien équipé, mais il est tout aussi confortable et il est un peu plus sexy. Donc je pense que
Pour les sociétés, on vendra du Renault Symbiose et les particuliers achèteront des Duster. D'accord, ok. Bon, c'est bien fait. C'est bien. Okay. Moi, je l'aime bien quand même. Hein, c'est une bonne, c'est une bonne voiture. Il est joli. Et puis j'avoue que avec les nouvelles motorisations Renault e-Tech, moi, je suis assez fan de ce qu'ils font. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut encore qu'ils travaillent sur ce petit temps de réponse à l'accélération. Bon, d'accord. On va leur dire. On va appeler. Non, mais ils le savent. Ils le savent. On en avait parlé d'ailleurs avec. En tout cas, merci. Allez, on fait une pause également avant de vous proposer un gros sujet. Et je voudrais avoir votre avis au 0800 26 300 300. Êtes-vous de ceux qui ont acheté une voiture électrique, qui s'en servent depuis un petit moment et qui, au moment de l'achat de la prochaine, n'ont pas envie de réitérer sur une voiture électrique? Venez nous dire pourquoi. Au contraire, oui, vous voulez racheter une voiture électrique, venez nous dire pourquoi. Et parce qu'on a des chiffres qui sont pas très très bons pour la fin de l'été 2024 sur le fameux marché de l'électrique et de l'hybride. Rechargeable. On vous explique tout ça dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on parle vrai. Alors juste avant d'attaquer le gros dossier qui va nous intéresser pour la fin de cette première heure, je voudrais, l'ami Jean-Luc, c'était pas prévu parce que ça vient d'arriver et c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est Claire Antoine qui nous dit, vous vantez les mérites du Symbiose hybride, puisqu'on vient de parler de cette voiture, sur l'essai de la semaine. Qu'en est-il de la fiabilité? Bon, non. Apparemment, dit-il, il y a pas mal de soucis sur cette mécanique. Sur la mécanique e-tech ? Ouais. A priori, je suis pas au courant de ça. Moi non plus. Mais je vais creuser, Alors, parler de la fiabilité du Symbiose qui vient de sortir, il arrive dans les concessions, c'est un petit peu tôt. Ouais. Mais par contre, parler de la fiabilité de cette motorisation qui est déjà installée sur pas mal de véhicules, je vais creuser, mais à mon sens, j'ai pas vu d'alerte dans ce sens-là. Voilà, faites comme Antoine. Hein, mais c'est bien de poser la question. Exactement. Parce que ça veut dire que je vais m'en occuper. Enfin, vous allez vous en occuper. Ouais. Et puis nous, on est vraiment... l'émission, c'est la vôtre. Hein, donc on est juste... on récupère vos questions, on parle de vos sujets. Tiens, on va accueillir maintenant, dans quelques instants, un homme que j'aime beaucoup, que j'ai surnommé le boss. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et que ce soit pour ce sujet ou le sujet des ralentisseurs, par exemple, une nouveauté pour cette rentrée, l'ami Jean-Luc vous propose sur le site sudradio.fr des articles complets des sujets que l'on évoque. Bonjour François Roudier. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Monsieur François Roudier. Alors le Big Boss, on est obligé de dire maintenant, parce qu'il est secrétaire général de l'Organisation internationale de l'automobile. What is it, l'OIA, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas? L'OICA, c'est l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. En fait, voilà, on représente plus d'une trentaine d'associations automobiles nationales. Vous nous connaissez pas forcément, mais dans votre voiture, il n'y a pas un seul bouton, pas une seule longueur de vitre, de tout ce que vous avez dans votre voiture a été discuté à l'ONU par l'OICA avec toutes les parties prenantes. Ça, c'est la réglementation. Hein, on définit la réglementation automobile. Et vous avez aussi tous les salons automobiles internationaux au monde entier ont été poussés et sont soutenus par l'OICA. Donc on a une activité à la fois très technique pour tous nos adhérents et puis une activité promotionnelle et bien sûr quelqu'un comme moi qui aime l'automobile est ravi de diriger cette association. Bon, alors formidable, donc vous êtes l'homme de la situation pour évoquer un sujet. Alors je sais que ça va faire réagir, mais alors déjà en France, au mois d'août, moins 24% pour le marché auto, ça fait mal, mais surtout moins 33,3% pour les véhicules électriques. Et la France n'est pas un cas isolé. Si je prends les chiffres de l'Allemagne, au mois d'août, on est à moins 68,8% pour les véhicules électriques. C'est une baisse un peu moins importante, mais importante aussi pour les véhicules hybrides rechargeables. Est-ce qu'on a des explications? Déjà, est-ce que c'est un effondrement du marché de l'électrique? Est-ce que c'est une progression moins forte? Est-ce que c'est une baisse? C'est quoi exactement, François? Alors ce n'est pas un effondrement, mais c'est une baisse qui est mondiale. Il faut bien comprendre que ce qui arrive en France arrive partout. Et je vais vous le dire, j'étais à Shanghai en juillet, même en Chine, les mois derniers, il s'est vendu plus d'hybrides
que d'électrique pur. Donc on voit que dans le pays de la voiture électrique, même là, on a des soucis. Vous avez énormément d'investissements qui avaient été lancés aux États-Unis, en Europe du Nord, en Allemagne ou en Suède, sur des batteries, sur des systèmes qui sont liés à l'électrique, qui sont arrêtés ou qui sont mis en rade. Et Toyota a annoncé la semaine dernière diminuer de 30% ses ambitions en matière de voitures électriques. Donc on a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une sorte l'hiver de l'électrique. Vous savez, c'est Winter is Coming dans Game of Thrones. Voilà. Mais on est un petit peu comme ça, ce qui veut dire que on a été trop vite dans l'acceptation dans la pensée que les clients allaient accepter immédiatement les voitures électriques. On voit bien qu'actuellement, il y a un frein. Ce frein, il est sur le coût et puis sur l'utilisation de ces voitures. Alors, il y a des facteurs qui expliquent cette baisse. En Allemagne, par exemple, la suppression des bonus d'un coup. D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à de nouvelles aides pour les professionnels pour essayer de relancer le marché. Mais ça a été un gros frein. Là, le chiffre que je donnais, moins 68,8%, c'est simplement parce que l'année dernière, au mois d'août, on sentait le coup venir. Donc les gens qui voulaient une voiture électrique l'ont acheté avant la fin des bonus. Les bonus ont été supprimés. Le marché, évidemment, a été diminué de façon importante. En France, malheureusement, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé que on diminuerait sans doute d'un tiers les aides pour l'achat des véhicules électriques. Donc ça veut dire que le marché, on l'a vu là, moins 33,3% au mois d'août, il risque de baisser aussi. Il y a des facteurs conjoncturels qui jouent aussi dans ça. Tout à fait, et on l'a vu dans d'autres pays. Si la Norvège a réussi à bien développer l'électrique, c'est parce que justement, depuis 15 ans, il y a une politique très soutenue d'aide à l'électrique. En Chine, il y a eu un petit arrêt, immédiatement, ça a plongé. Donc on voit que sauver la planète, ça a un coût, et il faut que les gouvernements l'admettent. Et ce qui peut se passer en France est assez problématique pour les constructeurs. Mais est-ce que de toute façon, on est dans le vif du sujet, du fait qu'on n'a pas, en France, les moyens en majorité d'acheter aujourd'hui un véhicule électrique vu le prix. D'autant que les véhicules électriques accessibles, on va parler de la Citroën IC3, qui va être vendue en dessous de 20 000 euros avec le bonus écologique. Il y a plein de gens qui l'ont commandé. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Citroën est incapable de produire la voiture. Mais pourquoi ? Si quelqu'un de Citroën nous écoute, il peut téléphoner pour nous expliquer pourquoi. Mais pour le moment, pas de production. Elle ne marche pas, l'auto. Alors on a, si on va plus loin, effectivement, un énorme problème sur la nature des véhicules électriques qui sont vendus. Ce qu'on a vu et ce qui a lancé l'électrique, pensons à Tesla par exemple, ou tous les véhicules qui viennent de Chine, sont des véhicules haut de gamme, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le segment C ou D, pour parler dans notre jargon automobile, et on n'a pas vraiment de voiture d'entrée de gamme. Or, ce qui fait Zoé, la masse... Excusez-moi, François Roudier, la Zoé. La Zoé, c'est un petit peu une génération manquée. C'est une sorte de comme la branche humaine qui a disparu aux Philippines il y a quelques millions d'années. Donc on se retrouve comme ça avec des véhicules qui ont été lancés et qui n'ont pas eu de descendance. Et là, on a il y a la R5 qui arrive, qui est plus ou moins une descendante de la Zoé quand même. Alors il y a la R5, mais la R5, c'est pas un véhicule d'entrée de gamme, c'est pas la Fiat Panda qu'on achetait lorsqu'on était très jeune, mon cher Jean-Luc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on n'est pas dans ces ordres de prix-là. Donc il faut trouver ces voitures au-dessous de 20 000 euros ou de 20 000 $ pour les États-Unis. Pour l'instant, il n'y en a pas. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on est allé trop vite dans l'électrification du parc ? Parce que là, tout à l'heure, on a évoqué rapidement le fait qu'il y a des gigafactories de construction de batteries qui allaient être développées en Europe. Et puis, on a l'air d'être en train de changer de chimie de batterie, passer du nickel, manganèse, cobalt, c'est un peu technique, au lithium, fer, phosphate, parce que c'est moins cher. Mais on avait donc dimensionné les usines et construite les usines pour fabriquer cette première chimie de batterie. La deuxième est plus accessible et les constructeurs s'orientent vers elle. Donc ça veut dire qu'il faut revenir en arrière, refaire les installations. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en besogne, justement ? Écoutez, moi je pense qu'on est surtout beaucoup trop vite en idéologie. On parle vrai sur Sud Radio. Est-ce que 2035, la fin du thermique, est remis en cause ? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Toute l'idéologie, écologie punitive, etc. Bien sûr.
Écoutez, alors moi je suis beaucoup plus libre dans mon nouveau boulot pour pouvoir critiquer un petit peu ce que font nos politiques. Mais je crois que lorsque des politiques se mêlent de technique, c'est désastreux. Et je vais vous avouer quelque chose, c'est que moi j'ai été bluffé par les Chinois. Alors les Chinois ont beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qu'on peut nier, mais lorsque vous regardez le plan qui a été lancé par, d'ailleurs c'est le président Xi Jinping qui l'a lancé il y a à peu près 10 ans, le plan a été de dire on va développer non pas des véhicules électriques ou zéro émission, mais des véhicules nouvelles énergies. Et dans les nouvelles énergies, la carte était de dire, allez-y, développez quelque chose. Donc, vous avez de l'électrique, vous avez de l'hybride, tel qu'on le connaît, vous avez du thermique, les Chinois mettent en place de nouveaux moteurs thermiques, ainsi que des voitures électriques avec des augmentations d'autonomie. Oui, avec des prolongateurs d'autonomie. Prolongateurs, voilà. Et ça marche très bien. Ce qui fait que vous trouvez, pour les clients chinois, une très large gamme de véhicules, ce qui permet quand même d'avoir une vision beaucoup plus construite de ce que sera le futur de l'automobile dans ce pays qu'en Europe où on vous dit à partir de 2035 c'est la guillotine terminée plus thermique. Ce que vous êtes en train de nous dire, François, c'est que la monoculture c'est pas une bonne chose. La monoculture du diesel nous a plongé dans un gros marasme de pollution et la monoculture de l'électrique risque à l'inverse de nous rendre dépendants à la fois de la Chine qui fournit encore les matières premières pour faire les voitures électriques. En plus, on n'en a pas parlé, mais la taxation des véhicules chinois n'est pas encore arrivée. Ça va être encore un frein pour le développement du véhicule électrique en Europe. Mais dans toute situation, la monoculture n'est pas bonne. Oui, c'est pas bon. On est d'accord. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, que ce soit agriculture, culture humaine, bien sûr, etc. Bien sûr. Moi, j'aimerais qu'on vienne aussi sur cette étude Big Boss et Jean-Luc Moreau. L'étude de McKinsey aux États-Unis qui dit que 46% des gens ne rachètent pas une voiture électrique. Des propriétaires actuels de véhicules électriques, 46% ne rachèteraient pas une autre voiture électrique. Oui, parce qu'aux États-Unis, l'enquête, je l'ai lue assez finement. Bon, c'est une enquête quand même qui porte pas sur énormément de clients, mais ça reflète quand même un point qu'on a connu en France, parce qu'on a eu la même chose. Vous avez des gens qui sont enthousiastes. Vous êtes enthousiaste, l'électrique ça me plaît, je veux sauver la planète, en plus la voiture c'est rigolo, ça me plaît, j'achète. L'achat compulsif en automobile, il existe. Et ces gens-là, qui auraient dû être les ambassadeurs du véhicule électrique, se retrouvent avec des véhicules qui correspondent absolument pas à leurs besoins. Donc, ils deviennent les pires critiques de ces véhicules. Et lorsque vous regardez sur des véhicules qui ont été largement diffusés, je pense par exemple au Tesla actuellement, vous avez une majorité de gens qui sont très satisfaits de leur véhicule, mais ceux qui ne sont pas satisfaits font une publicité terrifiante, une contre-publicité terrifiante à Tesla. Oui. Donc vous voyez, c'est extrêmement sensible de se dire attention, lorsqu'on achète un véhicule électrique, on n'a pas aux États-Unis, on n'a pas un pick-up qui va vous faire Phoenix, la Californie en une seule traite. Non. Et puis, ce qu'il faut peut-être ajouter, puisqu'on parle de Tesla, c'est que la politique tarifaire de Tesla, avec des hausses et des baisses sans arrêt, et surtout des baisses des tarifs des modèles, a fait perdre beaucoup d'argent à ceux qui avaient acheté une voiture neuve, parce qu'ils se sont retrouvés avec des voitures d'occasion qui valaient plus rien, où on perd 50% de la valeur du véhicule en 2 ans. Donc ça, évidemment, ça refroidit un petit peu les gens qui avaient acheté un véhicule électrique et qui veulent le renouveler. Ils se disent, oh là là, j'ai perdu beaucoup d'argent avec le premier, je vais peut-être pas rééditer. Ça, c'est un point extrêmement intéressant que vous soulevez, Jean-Luc, c'est que on se retrouve dans la voiture électrique avec un problème sur la valeur résiduelle de ce véhicule. Alors, vous l'avez pour les particuliers, alors surtout avec le yo-yo des prix chez Tesla, mais vous l'avez aussi pour les entreprises. C'est un cauchemar pour les financiers dans les entreprises, parce qu'ils ont acheté des voitures de savoir à combien va être le véhicule. Et vous avez même les grandes flottes de véhicules de location, Hertz, pour ne pas les citer, qui a eu un énorme problème. Ils avaient acheté trop de véhicules électriques. Et les financiers ont fait virer le président parce qu'ils ont compris que la valeur résiduelle de ces véhicules diminuait tellement que ça allait ruiner la société. Donc vous voyez, on est sur des incertitudes, bref, tout ce qu'on déteste en automobile. Oui. En automobile, on va avoir confiance. François Roudier, j'ai juste une question maintenant que vous pouvez dire tout ce que vous avez envie de dire à vous poser. Il y a une clause de revoyure sur la fin du thermique en Europe en 2026. Est-ce que vous pensez que les constructeurs vont pousser 2035. Oui, alors 2035 voilà. La fin, mais clause de revoyure en 2026. Okay. Est-ce que vous pensez que les constructeurs vont pousser suffisamment pour qu'on puisse rétro-pédaler ?
Et les constructeurs vont sûrement pousser. Est-ce que les gouvernements vont suivre? Ça va dépendre d'alliances politiques au niveau du Parlement européen, ce qui laisse quand même assez songeur pour l'instant. Lorsque vous regardez la politique de Ursula von der Leyen, c'est pas remis en cause. Mais vous allez avoir des changements dans les pays, des changements politiques qui peuvent effectivement pousser à, je dirais, une amélioration du système. De toute façon, on va vers l'électrique, on le sait tous, on va vers l'électrique. Mais il faut que ce soit rentable. Et puis aussi, pour les constructeurs, il faut que ce soit rentable. Imaginez les investissements colossaux qui ont été lancés par les constructeurs et on leur dit, finalement, 2035, c'est du pipeau, vous pouvez attendre jusqu'à 2050. Donc là aussi, c'est un cauchemar, mais dans le sens inverse. Merci beaucoup. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler plusieurs fois. Merci beaucoup, François Roudier. Secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs de l'automobile. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Une pause, le retour de l'info. Et on va parler pneus juste pour débuter cette émission et de galettes. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back2Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et pour tous ceux qui nous rejoignent à 11h en se disant tiens, ça y est, on parle auto commence à 11h, ça va se terminer à 13h. Eh ben non, et on se lève plus tôt. On commence maintenant tous les samedis à 10h, donc on est sur la deuxième heure, l'ami Jean-Luc. Au programme de cette deuxième heure. Au programme de cette deuxième heure, on ira à Angoulême pour parler du circuit des remparts qui aura lieu la semaine prochaine. Un événement sur 3 jours. Donc on va vous détailler le programme tout à l'heure avec Jean-Marc Lafont, qui est le président de l'organisation du circuit des remparts. On parlera également choix de voiture, la rubrique reste. Donc quelle auto choisir? On aime bien. Oui. On partira à Rennes pour parler d'un salon professionnel pour les garagistes et les réparateurs qui s'appelle On parle auto on tour. Voilà. Équipe auto on tour. Oh là là. Oui. Et puis tant qu'à être en Bretagne, on commencera par la Bretagne pour la rubrique pneus. Et c'est parti, on y va. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et oui, la Bretagne, parce qu'on va parler d'une spécialité bretonne en matière de pneumatique, c'est la fameuse roue galette. Et vous savez que l'ami Jean-Luc n'a pas perdu son humour pour cette nouvelle saison dont parle auto. Et nous recevons pour parler de ces fameuses galettes bretonnes Jean-Jacques, un auditeur, et puis Dominique Stemfeld, président du syndicat du pneu. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour. Et bonjour Dominique. Et bonjour Dominique. Et bonjour et Jean-Jacques qui n'est pas en Bretagne, qui est dans l'Isère, entre le Vercors et la Chartreuse. C'est beau. Alors la Chartreuse, moi j'aime beaucoup. Surtout, j'aime beaucoup la jaune, j'aime la verte et j'aime aussi la Napoléon. Dominique Stemfeld, vous êtes plutôt du côté du soleil du sud-est. Oui, tout à fait, mais ça ne nous empêche pas de parler de la Bretagne et des Alpes. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas très loin du Vaucluse, les Alpes. Bon, ça commence bien cette émission, cette deuxième heure. Jean-Jacques, on vous écoute pour votre question. C'est une histoire de galette, donc. Voilà, c'est une histoire de galette, mais en préambule, tous les spécialistes que vous êtes nous disent que le caoutchouc des pneus, avec le temps, s'altère, s'use, et surtout devient moins sécuritaire. Donc, partant de ce principe-là, je crois qu'au-delà de 5 ans, voire peut-être un peu plus, il faut changer les pneus, même s'ils sont en bon état. Et ma question, c'est quid des roues galettes? Parce que je pense qu'une roue galette, elle dure la vie de la voiture. et donc, au bout d'un certain temps, est-ce que la roue galette, elle n'est pas plus dangereuse que le pneu crevé? En fait, elle est rangée dans la voiture tout le temps, quoi. Déjà, pour la durée de vie des pneus, Michelin dit 10 ans, je crois que c'est même plus que ça. D'ailleurs, on en parlera, ça sera le sujet la semaine prochaine. Tiens, on parlera de la longévité des pneus. En fait, l'Europe est en train avec Michelin, de se pencher sur ça. On va peut-être pouvoir avoir des pneus qui vont durer un peu plus longtemps. Bon, alors Dominique, les roues galettes, oui. En général, quand on a une roue galette dans sa voiture, on s'en occupe pas tant qu'on crève pas. Et même des fois, on s'en sert jamais. On s'en sert jamais, mais on peut s'en servir parfois. Et le nom technique de la roue galette, le mot galette, c'est l'expression populaire, mais le nom technique, c'est roue de secours temporaire. C'est-à-dire que c'est une roue de secours qui ne peut être utilisée qu'avec précaution et pendant une durée et à une vitesse limitée.
Alors évidemment, c'est du caoutchouc comme les autres pneumatiques qui subit les mêmes effets du temps, qui vieillit avec le temps, d'autant plus que ces roues-là, elles sont situées dans le coffre à proximité de l'échappement et elles sont soumises à des températures relativement élevées en permanence. Donc le caoutchouc va vieillir. Pour rassurer notre auditeur, alors c'est pas 5 ans, c'est 10. Oui, c'est plutôt 10. Alors c'est au minimum 6 ans. Ça peut être jusqu'à 10 ans, et il faut considérer que la roue galette ou la roue temporaire est soumise à ces mêmes impératifs. D'autant que sur certaines voitures, par exemple je pense au Porsche, la roue galette elle est dégonflée en plus. On a un petit compresseur, il faut regonfler la roue. Donc le plastique, le caoutchouc, il est plié en plus. Alors c'est pas une roue galette, c'est effectivement une roue pliable sur certaines voitures de sport, mais bon, ça c'est sur les anciens véhicules. Aujourd'hui c'est un système, c'est une technologie qui a été oubliée par les constructeurs. La roue temporaire, elle a l'avantage d'être très compacte, de pas tenir de place. Alors le diamètre est le même que le diamètre des roues des roues montées qui équipent le véhicule, mais par contre c'est des dimensions qui sont beaucoup plus étroites, puisqu'en fait c'est de l'ordre de 120 à 150 mm de largeur, donc ça permet d'économiser à la fois du poids, de l'espace dans la soute à bagages, et puis également bien souvent de la capacité du réservoir de carburant. Bon, il faut les regonfler de temps en temps. Alors à quelle pression ça se gonfle une roue galette ? Alors ça vaut d'une manière générale. La roue de secours, il faut vérifier la pression, parce qu'il n'y a rien de plus stupide que d'avoir une roue de secours et de se retrouver avec une roue de secours dégonflée quand on a besoin. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Donc ça vaut aussi pour les roues de secours temporaires. Et la pression de gonflage, elle est très élevée. Il ne faut pas s'étonner, mais elle est comprise entre 4,5 et 5 bars. Ah ouais, 4,5, 5 bars, c'est ce que fait Laurence à peu près chaque soir. Oh. Donc, on avait dit qu'on dénonçait pas, Jean-Luc. Mais alors, mais moi j'adore quand ça me fait. Moi j'ai une autre question. 4,5, 5 bars. Alors déjà, alors moi il m'arrive de vérifier régulièrement la pression des pneumatiques de mes voitures, parce que je connais un certain Dominique qui sinon me tirerait les oreilles. Ouais. Mais d'un manomètre à l'autre, j'ai parfois des indications différentes. Comment savoir si on a affaire à un manomètre fiable pour vérifier la pression ? Alors ça, c'est effectivement très compliqué, parce qu'il y a moins de manomètres à disposition des automobilistes dans les garages. Bien souvent, c'est des manomètres qui sont payants. On ne sait pas s'ils sont vérifiés, comment ils sont vérifiés. C'est clair que la meilleure solution, c'est de se rendre dans un garage spécialisé dans le pneumatique et qui dispose de manomètres vérifiés et fiables. Est-ce que c'est pas l'ami Dominique Semfel quand même une honte, ces manomètres payants là? On ne peut, avant, moi je suis peut-être un peu mature pour pas dire vieille maintenant, mais quand j'allais à ma station essence, c'était juste le petit câble noir qui tirait. On avait un petit manomètre qui était hyper précis. On payait rien, que ce soit pour la voiture, les vélos, etc. C'est pas un peu, moi je trouve que c'est une escroquerie de nous faire payer l'air. C'est contre-productif en termes de sécurité, oui. Et puis on nous vend de l'air, quoi. Oui. Pour le coup, sérieux, on nous vend du vent, oui. Ah ouais. Alors les spécialistes du pneu, les professionnels sérieux font les remises à niveau gratuitement, bénévolement. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de stations, je pense aux stations de lavage par exemple, l'équipement il coûte un peu d'argent que la station cherche à rentabiliser. Alors je comprends votre point de vue, vous pouvez être scandalisé. Moi j'ai une version un peu différente. Ça permet quand même de trouver pour 50 centimes un endroit où on peut refaire les mises à pression de manière régulière. Dominique S de Aix-en-Provence, je peux vous dire que sur les grandes villes, c'est pas 50 centimes. C'est au minimum 1 euro. Et c'est un temps donné. Donc si vous avez dépassé le temps, vous remettez 1 euro. Bon, c'est qu'une histoire d'euros, mais c'est le principe. Voilà, c'était peut-être pas le sujet. Moi j'avais une dernière question, mais ça y est, je l'ai oublié. Donc merci Dr Alzheimer. Sur les roues galettes et Jean-Jacques, on l'entend plus. Non, je voulais savoir, Dominique, les petits manomètres qu'on peut acheter là dans les centres auto, qu'est-ce que ça vaut? Alors, ça dépend du prix. En fait, il y a des manomètres
sont pas chers et qui valent pas grand-chose. Et puis on trouve des manomètres de grande marque, de spécialistes de l'équipement automobile, donc qui sont des manomètres tout à fait fiables et qui donnent des indications très très précises. Après, maintenant, alors on parle effectivement de la route de secours. Concernant les autres roues des pneumatiques, on a quand même une indication maintenant, en général, sur les voitures qui disposent de systèmes de contrôle de pression. Et je le rappelle une fois encore, il y a des systèmes qui sont moins fiables que d'autres. Et c'est pas parce que le véhicule dispose d'un système de surveillance des pressions des pneus qu'il faut pas les surveiller non plus manuellement, ce qui permet de s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc on est d'accord, on change la galette tous les 10 ans, on vérifie la pression de temps en temps, une pression très élevée, on n'en a pas parlé, mais vitesse maxi c'est quoi, 80 km/h ? Alors, vitesse maxi, c'est 80 km/h, c'est sur des distances relativement courtes. C'est une roue de secours temporaire, donc c'est une distance relativement courte. Et il suffit de voir la largeur du pneu et son dessin pour comprendre qu'il faut être très très vigilant, très attentif. Si on doit monter une roue de secours temporaire sur autoroute, on peut pas rouler vite, donc il faut rouler avec les signaux le signal de détresse, être extrêmement prudent, et parce qu'on a effectivement des pneumatiques qui à haute vitesse pourraient être très dangereux. Je vais peut-être paraître complètement blonde excusez-moi, un peu ridicule, mais je vais l'assumer. Combien encore poser de questions? Ça, c'est notre ami Jean-Jacques, notre auditeur de l'Isère, qui est avec nous au 0826 300 300. Qui a encore un cric dans sa voiture si jamais on crève? Moi, je n'ai pas de cric dans ma voiture. Si, c'est que vous l'avez pas trouvé. Sauf si, la BMW est peut-être avec des run flats, c'est pour ça. Oui, monsieur. Voilà. Donc il y a des voitures qui n'ont plus de cric. Oui, alors il y a de moins en moins de voitures qui disposent de cric. Donc les voitures qui sont équipées de run flat, où a priori on doit pas changer les pneumatiques ou les roues en cas de crevaison. Et puis des véhicules qui disposent de systèmes de regonflage avec une bombe et un petit outil de remise à niveau des pressions. Alors, ce qu'il faut signaler quand même, c'est que on peut trouver sur le marché des roues de secours temporaires dans des packs qui sont livrés avec le cric et la clé pour démonter la roue crevée. Alors, on a plein de questions pour finir sur la page Facebook. Oui, mais je pense qu'on les prendra une autre fois parce qu'on n'aura plus le temps. Oui, moi, je voulais juste savoir si, donc vous dites au bout de 10 ans, il faut changer le pneu de la roue galette. Est-ce que ça se trouve dans le commerce des pneus de roue galette? Est-ce qu'on peut conserver la jante? Parce que dans les centres, j'ai jamais vu de pneus de roue galette. Il faut, effectivement, c'est quand même un marché qui est très étroit. Mais ça se trouve chez les concessionnaires automobiles, sur les centres auto. Dans les centres auto, vous pouvez passer commande parce que les centres auto savent où s'approvisionner. Chez les spécialistes du pneu, on en trouve sans difficulté. Et puis également chez les spécialistes de la vente de pneumatiques par Internet. Super. Et bien donc on a toute une liste de questions. Alors ce sont des questions sur les manomètres. Donc il faudra même faire un petit sujet sur le manomètre. Sur les manomètres, c'est important. Voilà. Merci d'être précis, comment reconnaître le manomètre de qualité. Voilà, etc. Allez, bisous. Ça, c'est merci Jean-Jacques, au revoir. Bon week-end dans l'Isère. Et puis merci Dominique, à bientôt. Merci beaucoup. Dominique S, président du syndicat du pneu, qui également seront avec nous et à nos côtés sur Sud Radio dans On Parle Auto pour cette nouvelle saison. À suivre, vous au 0826 300 300, vous allez nous poser votre question. Vous n'hésitez pas, il y a Najette qui vous attend si vous avez besoin, ou vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien toutes vos coordonnées, dont votre numéro de téléphone. Sinon, on ne peut pas vous rappeler. Allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on parle auto, vous le savez aussi, avec vous qui réparez nos autos, les garagistes, les réparateurs. Vous pouvez venir d'ailleurs régulièrement au 0826 300 300 nous donner votre avis sur les sujets ou sur le côté expert que vous avez. On parlera de vous avec le dernier Équipe Auto On Tour 2024 qui va s'arrêter le 28 septembre prochain à Rennes et qui vous est destiné. Avant cela, on va se promener sur les remparts d'Angoulême et tout de suite, on accueille Loïc au 0826 300 300. Salut Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Quelle jolie voix.
Merci d'avoir sélectionné ma question. Oh là là, vous avez une très jolie voix. Alors, déjà, Laurence va apprendre un truc, parce qu'elle me dit, on va parler du SOH. Elle me dit, c'est quoi le SOH? Voilà. Alors allez-y, posez votre question. Ouais. Alors voilà, moi c'est très simple, j'ai 2 voitures thermiques et il y a une des 2 voitures que je voudrais changer pour une électrique d'occasion. Et voilà, donc j'ai regardé un petit peu les annonces. Et le souci que j'ai un gros problème d'accès. Je repère des voitures, des annonces, et j'ai un souci, c'est j'arrive pas à avoir le diagnostic. Alors le SOH, c'est le diagnostic de la batterie, de l'état de santé, le state of health de la batterie, voilà, in English. Voilà. Ah, c'est l'état de santé de la batterie. Voilà, c'est comme quand je vais dans mon téléphone portable pour savoir où en est ma batterie dans les réglages, et je sais qu'elle est encore bonne à 70%, par exemple. Qu'elle est en état de santé. Non, pas remplie. Oui, qu'elle est encore en capacité de santé, par exemple. Okay. Oui, le SOH. Quand la voiture sort de l'usine, il est à 100%, et vous savez que quand on descend en dessous de 70%, normalement la batterie doit être remplacée. Alors si elle est sous garantie, elle est remplacée par le constructeur, mais c'est important, quand on achète un véhicule électrique d'occasion, de connaître effectivement l'état de santé de la batterie, parce que normalement ça perd environ 2% par an, mais ça peut perdre plus. C'est ça, ça peut perdre plus, c'est fonction de l'usage du véhicule. Si vous roulez vite, si vous faites souvent des charges rapides, si vous avez du stockage prolongé, si votre voiture électrique reste 3 mois par exemple sans fonctionner, tout ça, ça va impacter la durée de vie de la batterie. Si vous faites des charges à 100%, c'est pour ça que les constructeurs aujourd'hui disent sur les véhicules électriques, dans la mesure du possible, si vous n'avez pas besoin de l'autonomie totale, vous chargez à 80%. Ce que les téléphones vous proposent également aujourd'hui. Donc la décharge profonde et la charge à fond endommagent les batteries. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir un état de santé de la batterie. Et alors ce qui va vous aider bientôt, Loïc, c'est que l'Europe est en train de réfléchir à l'obligation pour les vendeurs d'occasion, alors professionnels dans un premier temps ou pas, d'indiquer cet état de santé de la batterie. Ça va devenir obligatoire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation. Même si vous achetez la voiture chez un concessionnaire, il n'a aucune obligation de vous fournir ce fameux SOH. Si c'est un bon commercial, il le fera. Loïc ? Oui, il le fera. Ouais. J'ai eu le cas sur 2 véhicules et j'ai été très, très, très étonné des SOH. Alors voilà, j'ai été intéressé par une e-Golf. Oui. Et j'étais très étonné des SOH. Alors là, j'avais repéré une voiture, elle avait 34 000 km et le SOH était à 90%. Donc ça m'a un peu fait peur. Je me suis dit, si la voiture a 34 000 km, elle a 4 ans ou 5 ans et la voiture, le SOH, c'est déjà à 90%. Ouais, je pense que c'est une voiture qui a dû rester stockée, qui n'a pas beaucoup roulé, et voilà. C'est ce qu'on a dit. Le problème, c'est effectivement le SOH, c'est important. L'historique de l'auto, c'est important. Mais aussi. Tu disais qu'une usure normale, enfin une baisse normale, c'est 2% par an. C'est environ 2% par an. Si elle a 4 ans, 4 fois 2, 8, on n'était pas si loin. On n'est pas très loin, en fait. Ouais, on n'est pas très loin. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais par contre, moi, je trouve que ce qu'il faudrait, c'est que ce soit normalisé, parce que visiblement, je me suis renseigné une concession Volkswagen, et ils m'ont dit qu'il y avait différents SOH. Il y avait des SOH qui pouvaient faire plus ou moins rapidement, plus ou moins précis. Donc c'est vrai que c'est très, alors, très perturbant pour un acheteur. Pour tous ceux qui arrivent à l'écoute de On parle auto, d'entendre ce qui se passe en ce moment, là, SOH, 70%. Oui, vous êtes bien en train de parler de l'état de santé de la batterie électrique. Effectivement, pour avoir un état de santé de la batterie fiable, il va falloir charger et décharger la batterie plusieurs fois. Donc, vous comprenez que ça prend du temps. Donc, juste dire je vais brancher, ça prend. Il y a des petits outils qu'on trouve. Il y a des sociétés en France qui vendent, par exemple, Label Batterie vend un dispositif qu'on branche sur la prise OBD de la voiture et qui vous donne l'état de santé de la batterie. Mais c'est un état de santé à un instant donné, sans avoir fait un cycle de charge et de décharge complet. Ce qui normalement devrait être fait pour avoir le véritable SOH de la batterie. C'est un peu compliqué tout ça. C'est compliqué, mais c'est essentiel de connaître ça en fait. Oui, c'est vrai quand vous achetez. Ça me donne pas envie d'acheter une voiture électrique d'occasion. Quand vous achetez une voiture électrique d'occasion, aujourd'hui, c'est un peu la roulette russe. C'est ça le problème. C'est exactement pour ça que je suis resté j'ai arrêté mon projet, parce que franchement, je me dis, je vais pas acheter une voiture, et puis on dit que 40% du prix de la batterie, c'est la batterie. Enfin, oui, 40% du prix de la voiture, c'est la batterie, c'est vrai. C'est la batterie. Ouais. Je me dis, je vais quand même pas me louper, et puis voilà. Donc je suis resté en thermique, voilà. Et si on passe chez un constructeur, un concessionnaire, en voiture d'occasion, là pour le coup, on a un peu plus de visibilité. Ils sont censés le faire. Oui. Non, normalement oui, mais ils vont avoir une obligation réglementaire
l'Europe est en train de réfléchir mais justement. j'aime pas le en train de réfléchir. Oui, non, mais ça doit être avant fin 2024, donc on peut considérer que c'est là bientôt. Ça va, ok. Avant c'est fin urgent, 2024. je pense que c'est urgent pour que le marché des voitures électriques d'occasion décolle. Mais si vous nous avez écouté dans la première heure, on vous rappelle que maintenant on est de 10h à 12h, on évoquait justement ce problème des véhicules électriques d'occasion. C'est un vrai problème, et parmi ces problèmes, il y a la valeur de, zut, comment on dit, j'allais dire la valeur de revente, mais c'est pas du tout ça. C'est la valeur résiduelle. Ah oui, voilà, résiduelle. c'est ça que je cherchais. La valeur résiduelle du véhicule aujourd'hui est très dure à donner, et si en plus vous n'êtes pas capable de donner l'état de santé de la batterie, on comprend que ce marché soit en plein flottement. Voilà. Oui, ça manque de jus. Tout à fait. Donc normalement, ça doit être fait, et pour moi, c'est essentiel. Oui, puis ça branche personne. Un marché de l'occasion électrique, ça branche personne. Je suis d'accord avec vous. Comme ça, dans l'état actuel des choses. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous, et puis continuez, parce que vraiment votre émission est super. Je trouve que vous formez un super binôme tous les deux, et puis voilà, bon week-end à l'avance. Merci, au revoir. Merci Loïc, au revoir. Jean-Luc, on se marie. Non, en tout cas, Loïc, moi, grâce à vous, j'ai appris des choses, donc vous n'hésitez pas, cette émission, je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est la vôtre. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous nous posez vos questions sur le site sudradio.fr, vous nous posez vos questions par mail, on participe @sudradio.fr avec toutes vos coordonnées, s'il vous plaît. On en a perdu plein parce qu'il n'y avait pas votre les numéros de téléphone. Exactement, si vous mettez pas votre téléphone, on peut pas vous rappeler. On va pas vous harceler. Et puis vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, on va aller dans une région que j'aime beaucoup, qui est la Charente-Maritime collée. En tout cas, on va aller du côté d'Angoulême, en Charente, pour le circuit des remparts. Ça sera le week-end prochain.
Voir conditions sur conforama.fr. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on vous l'a dit, nous allons nous arrêter à Rennes pour le 28 septembre prochain. On va parler d'équipe auto et particulièrement d'équipe auto on tour. Alors, nous, on suit beaucoup équipe auto parce que toi et moi, on adore les garagistes, les réparateurs, on adore ce qu'on appelle l'aftermarket, c'est-à-dire ces métiers qui permettent à nos voitures de continuer d'exister. De toute façon, ça me concerne puisque je vous rappelle que Jean-Marie Bordry m'appelle le garagiste. En plus, donc voilà. Ah oui, ça pour ceux qui arrivent à l'écoute de On parle auto, depuis que l'ami Jean-Luc est arrivé dans l'équipe, il a été surnommé par Jean-Marie le garagiste. Maintenant, tout le monde t'appelle comme ça. Voilà. Sauf moi qui t'appelle. Quelque part, il a été puni puisque je vous signale quand même qu'il est tombé en panne pendant les vacances. Il doit m'en parler avec sa Modus. Avec sa Renault Modus. Aurélie Jouve, directrice du salon Équipe Auto, est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors on va parler de cette équipe auto on tour et de la dernière date, le 28 septembre à Rennes. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'équipe auto on tour par rapport à Équipe Auto, le salon qu'on connaît tous les 2 ans, qui va fêter ses 50 ans en 2025 ? Vous les faites pas, hein ? Alors, on donne la chance à nos professionnels situés en région de rencontrer leurs fournisseurs, leurs partenaires, de faire le point sur leur activité puisqu'on propose tout un programme d'ateliers, de conférences et puis de nombreuses animations dont on va certainement parler là dans les quelques minutes. Mais c'est une belle occasion pour les professionnels de vraiment venir voir du matériel, le découvrir, toucher du matériel, le tester et puis vraiment encore une fois rencontrer des fournisseurs avant de revenir à Paris évidemment en octobre 2025. C'est pas un peu compliqué de tout déplacer comme ça ? Vous avez fait quoi ? 4 villes, c'est ça ? 3 villes, ce sera la 3e. On a fait 3 villes. On était ravis. On a posé nos valises à Montpellier et à Reims au mois de juin et puis là on finit notre petit tour de France à Rennes. Donc comme le disait Laurence, le 28 septembre. Non, on a trouvé une bonne formule qui permet de façon très agile et facile à nos exposants de retrouver leur stand, leur matériel sur le site dans lequel on a choisi de donner rendez-vous. Donc là, c'est au parc des expositions que les professionnels bretons vont pouvoir venir nous rencontrer et surtout rencontrer leurs fournisseurs et les fabricants qui proposent aussi bien de l'outillage, de l'équipement de garage. On présente des solutions de lavage, on a des acteurs du pneumatique, de beaux réseaux de distribution. On va proposer aussi des solutions dans le secteur de la carrosserie, de la peinture. Donc c'est vraiment une belle opportunité de faire le point sur son activité. Et puis c'est important parce que il y a Équipe Auto qui existe tous les 2 ans depuis 1975. Je sais bien de quoi je parle en ce moment. Donc tous les 2 ans. Mais il y a plein de garagistes, de réparateurs, de spécialistes du pneu, etc. qui ne peuvent pas venir à Paris pour des raisons XY. Cette Équipe Auto on tour permet à chaque région de pouvoir se déplacer et de rencontrer. Il y a quelque chose qui me paraît toujours très important. Alors déjà, je vais le dire pour les avoir suivis et les avoir vécus, c'est l'ambiance qu'il y a entre les professionnels de ce milieu de l'aftermarket. C'est ouvert aux professionnels, c'est pas un salon grand public. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que vous êtes réparateur, vous êtes garagiste, vous êtes un changeur de pare-brise, vous êtes un professionnel du pneu, etc. Tiens, d'ailleurs, comment les sélectionnent les professionnels qui rentrent ? Il faut une carte professionnelle, il faut quoi ? Non, en fait, on fait confiance à nos professionnels. Il y a juste une demande de badge à effectuer en ligne, mais il n'y a rien de spécifique. Et puis, il y a de l'innovation aussi qui est présentée. Et ça, c'est génial. C'est que grâce à Équipe Auto... parce que les métiers changent en ce moment, en plus. Puis là, c'est les métiers de réparation automobile sont en train d'évoluer en profondeur. Voilà, sont en pleine transformation. On a la chance, donc, effectivement, comme je vous le disais, on fait le point sur l'activité. Et l'idée de ce format, on va dire, plus régional, c'est vraiment de donner quelques clés au réparateur qui va à la fois rencontrer ses fournisseurs et puis on les faire assister aux ateliers qui lui sont proposés. Donc juste quelques exemples. Par exemple, on va parler dépollution moteur thermique. On va parler boîte de vitesse robotisée et automatique. On fait un focus sur le contrôle technique, sur l'outillage, les logiciels d'atelier. Et puis on va présenter quelques belles innovations dans le secteur de la carrosserie. Donc en une journée, on a la possibilité de faire le point sur son activité, d'acheter du matos, de rencontrer des fournisseurs. Et puis, vous l'avez dit, un de nos marqueurs, c'est vraiment la convivialité. Donc, on invite vraiment les professionnels à venir nous rencontrer. On les accueille avec le café. Et c'est à 2 pas de chez eux. Aurélie, quand Laurence parle de convivialité, vous dites on les accueille avec le café, pas que. Alors si, le matin. Et pas que. Le matin, parce qu'effectivement, le soir, il y a un pot qui est offert, etc. Par contre, quand on parle de convivialité, quand on parle de découverte, c'est un salon, Équipe Auto on Tour,
y compris celui de Rennes le 28, où il y a des grandes marques, des moins grandes, qui viennent de grands démontrer leurs produits, leurs nouveautés. Donc il y a un Repair Show, il y a un espace où il y a des animations qui sera juste accolé à un autre espace où tous nos amis réparateurs, garagistes et autres, et j'incite, vont pouvoir rencontrer François Alain, puisque François vient avec moi, il vient avec nous, il fait partie de l'équipe. J'espère qu'il fait pas de réparateur. Si, l'autre fois, qu'est-ce qu'on a fait? Presque. On a démonté une Jeep. On a démonté une Jeep. Mais bon. Ouais, c'est une piste. On teste la rapidité de nos pros à monter et démonter une Jeep Willys, puisqu'on fait écho aux 80 ans du débarquement. Et effectivement, c'est une petite animation supplémentaire qui vient rythmer la visite. Ouais, ça c'est bien, c'est vraiment. Puis François, donc, est là aussi, rencontre les réparateurs, ça discute beaucoup. Voilà, c'est un salon où on voit plein de choses importantes pour ces milieux de l'aftermarket, de la prévente et de la réparation. Et ce sera le dernier de l'année, ça c'est important. Aurélie ? Elle a disparu, ça y est. Ah oui, elle était partie, justement. Elle était partie à Rennes, déjà. On peut encore évidemment s'inscrire en tant qu'exposant, ou il n'y a plus de place ? Il reste une place. Il reste une place, la chance de venir s'installer à côté des autres exposants présents. Donc il faut pas hésiter. C'est cette semaine qu'il faut s'inscrire. Et puis surtout, on compte vraiment sur les professionnels de Bretagne pour venir nous rencontrer à Rennes et passer la journée avec nous. Bon, avant de vous quitter sur Rennes, Aurélie, un mot quand même sur la grande organisation pour fêter les 50 ans de l'année prochaine. Un mot sur ce grand rendez-vous de Équipe Auto 2025. Oui, on a un beau programme qui nous attend là pour l'année à venir, avec une première date malgré tout. On donne rendez-vous à nos professionnels, à nos exposants, à nos grands comptes, aux décideurs, aux institutionnels qui nous soutiennent. Le 16 octobre 2024, on organise un événement The Extra Mile à la scène musicale qui va être le point de départ d'un an de promotion d'Équipe Auto Paris, effectivement, qu'on organise et qui aura lieu donc en octobre 2025 et qui s'annonce comme une très belle édition, puisque vous l'avez dit, on va fêter les 50 ans d'Équipe Auto. Donc on est d'ores et déjà à pied d'œuvre pour préparer un très bel événement qui permettra vraiment de réunir toute la filière à la fois française, européenne et internationale. C'est combien d'exposants? Un gros salon habituel, le dernier était en 2022, là ça sera 2025. C'est à peu près combien d'exposants, combien de visiteurs? 1400, 1500 exposants et marques, et puis on attend à peu près 100 000 professionnels pendant 5 jours à la porte de Versailles. Ouais. Salon impressionnant, parce que moi je suis pas un familier en fait des salons professionnels comme celui-là, mais à chaque fois que je vais à Équipe Auto, d'abord je découvre des choses que je connais pas. Et puis ça permet de se projeter un peu dans l'avenir, parce que tous les équipementiers proposent ce qu'on aura sur nos voitures dans 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une vision à plus long terme, au-delà du côté réparateur automobile. C'est ça que je trouve très intéressant. L'idée, c'est de faire du business, mais aussi de se projeter et d'accompagner bien évidemment les acteurs de la filière dans les transformations qui sont d'ores et déjà en train d'impacter la filière, mais celles qui vont continuer à transformer à la fois le métier de réparateur, de carrossier, de contrôleur technique, comme on l'a dit, mais plus largement qui impacte la filière automobile et l'ensemble des professionnels. Bon, parfait. Bon rendez-vous à Rennes, alors. On va aller manger de la galette, mais pas que. Rappelez-nous la date. Le 28 septembre, c'est le dernier samedi. Le 28 septembre. Voilà, et venez tous. Moi, je connais bien la Bretagne, je connais bien aussi du côté de Brocéliande. Je vais faire un petit coucou à Sylvain, qui est là-bas dans la forêt. Venez, nos amis réparateurs, Bretagne, Normandie, Sarthe, tous les départements d'à côté, Loire-Atlantique. Venez nous retrouver, ça va être une grande et belle journée à partager tous ensemble. Vous n'hésitez pas. Aurélie Jouve, directrice du salon Équipe Auto, on vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end. Merci, très bon week-end, à bientôt. Merci beaucoup. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et on accueille Aouche qui est avec nous. Bonjour Aouche. Bonjour Aouche. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci de me recevoir. Il nous reste 3 minutes, on vous écoute. Oui. Donc voilà, c'est pour ma compagne, elle est auxiliaire de vie. J'habite dans une petite ville qui s'appelle Lyon. Elle ne fait que de la ville. Quasiment que de la ville auxiliaire de vie. Et donc j'ai focalisé sur un véhicule électrique, mais avec ce que vous avez dit précédemment, ça me rassure un peu. Oui, ça ne vous rassure pas, oui. Voilà. Alors que c'est dommage parce que, je pense que je vais sur l'électrique, parce que moi j'ai les infrastructures juste à côté de chez moi, j'ai les bandes de recharge et tout, c'est pour ça que j'étais assez là-dessus, et qu'elle fait que de la ville, et elle fait du transport de personnes. Donc moi, dans le véhicule qu'elle a actuellement, c'est une Twingo de 2001,
261 000 km. Et donc, moi, j'aimerais une voiture qui soit aussi bien maniable, habitabilité et confort. Sachant que pour moi, le confort, la référence que j'ai, c'est ce qu'il y avait il y a 20 ans en arrière. Donc, ce serait peut-être confortable pour moi, ce serait peut-être pas pour vous. Oui, alors j'aimerais connaître. Si, alors, véhicule électrique, bon, de toute façon, vous n'allez pas... vous avez quoi comme budget ? C'est entre 12 et 17 000. 12 et 17 000, vous n'allez pas avoir un choix gigantesque, hein, vous aurez des Zoé. Il faut trouver, si vous avez écouté l'émission auparavant, il faut trouver un professionnel qui sera capable de vous donner l'état de santé, le SOH de la batterie. Et là, s'il est au-dessus de 80%, vous pouvez y aller. L'idéal, ce serait même encore plus que ça, mais c'est peut-être pas forcément possible parce que les Zoé commencent à avoir un peu de bouteille. Sinon, pour un véhicule, alors vous pouvez choisir un véhicule. Il y a un véhicule thermique, qui a un encombrement un peu plus important que la première Clio. La première Clio, elle faisait 3,43 m de long. C'est vraiment une petite voiture. Aujourd'hui, les petites voitures sont à 4 mètres. Mais il y a une voiture, si le confort est essentiel pour elle, et qu'elle transporte des gens. C'est bien d'avoir une voiture à 5 portes quand on transporte des gens. Oui, c'est aussi 5 portes, impératif ça par contre. Voilà, et le confort est important. Je peux même vous conseiller un véhicule neuf, s'il arrive à être produit. C'est la Citroën C3 avec le 1,2 litre PureTech nouvelle génération, attention, qui n'a plus rien à voir avec l'ancien PureTech. On n'a pas la courroie dans l'huile. En finition U, elle est à 14 990 €. C'est très largement le véhicule le plus confortable de la catégorie, avec les fameuses suspensions à double butée hydraulique progressive. C'est hyper Pullman à rouler. Ça marche très bien. C'est une voiture polyvalente et elle devrait en être très contente. Maintenant, il faut juste qu'ils arrivent à la fabriquer en Slovaquie. Ouais, voilà, c'est tout. Ça. Moi, mon souci, c'était plus que je cherchais de l'électrique parce que le problème du thermique a fait des petits trajets. Oui, elle fait des petits 10 km. Alors moi, avec la Twingo, tous les ans, je suis obligé de l'amener pour vidanger l'huile, tous les fluides, échanger tous les filtres. C'est ça. Et moi, c'est pour ça que j'étais parti sur l'électrique parce que je vous dis, j'ai des infrastructures à côté chez moi. Alors, essayez une Zoé. Essayez une Zoé. Et la Twingo 3 électrique. Ah non. Non, parce que si vous cherchez... Non, c'est pas ça. Parce que si j'ai compris que le confort, c'était un préalable. La Twingo 3, je vais le dire comme je pense, c'est un peu tape-cul. Voilà. Mais même une Zoé, ça sera moins confortable que sa Twingo 1. Hein. Et puis comme votre femme est auxiliaire de vie, il faut qu'elle ait un vrai confort pour elle parce qu'elle fait un boulot qui est très dur. Non, mais une Zoé, ça ira très bien. C'est ceux qui sont assis derrière, c'est un peu plus raide à l'arrière parce que pour supporter le poids des batteries, la Zoé avait un essieu de kangou et qui n'est pas aussi confortable que celui d'une voiture particulière normale. D'accord. Bon choix. Hein. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Mais il faut privilégier un véhicule dont vous pourrez connaître le SOH. De la batterie, c'est-à-dire l'état de santé de la batterie. Autrement repartir sur du thermique. Repartir sur du thermique. Et je vous ai dit, vous pouvez avoir une C3 1,2 litre PureTech neuve. Il faut rentrer chez vous maintenant, pour votre budget. Il faut y aller, monsieur Jean-Luc. L'ami Jean-Luc. Je vous remercie. Et encore merci. Merci à vous. On vous embrasse tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, évidemment, en direct. Nouvelle horaire, 10h midi pour On parle auto. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Vous étiez nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Écrivez-nous. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans l'objet, toutes vos coordonnées. Et puis, restez sur Sud Radio. On va parler du refus d'obtempérer, pas de dépassement des horaires des émissions. Non, refus d'obtempérer. On vous embrasse fort, fort, fort. Passez un très bon week-end et à samedi prochain. Et vous retrouvez toute l'actualité de On parle auto sur le site sudradio.fr à la rubrique On parle auto.